Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui traite les minéraux constitutifs de la lithosphère. Alors en introduction, on peut déjà définir ce qu'est un minéral. Donc un minéral, c'est un constituant élémentaire des roches. Ce sont des solides qui sont définis par une formule chimique. Par exemple le quartz, sa formule c'est SiO2, est définie par leur structure. Alors dans la majorité des cas, la structure des minéraux, elle est ordonnée. Ça veut dire que les atomes ils sont disposés dans l'espace selon un agencement qui est ordonné, qui est régulier, qu'on appelle la structure cristalline. C'est représenté par ce qui est ici. Dans de très très rares cas, effectivement, les atomes sont plutôt désordonnés, et là on parle de structure amorphe. Alors la structure cristalline est visible à l'échelle même de l'œil, comme on le voit ici, et forme ce qu'on appelle les cristaux. Un morceau de structure cristalline, c'est le cristal. Là on voit ici par exemple un morceau de quartz. Alors, quel est l'intérêt d'étudier les minéraux en géologie? L'intérêt est énorme parce qu'en étudiant les minéraux, on peut remonter à l'histoire de la roche qui les possède, quoi. Et une fois qu'on a l'histoire de la roche, on peut ensuite remonter à l'histoire d'une région et donc à l'histoire de la Terre, comme on le verra dans les nombreux cours associés. Première partie, quels sont les critères d'identification des minéraux? Alors les minéraux, ils peuvent être identifiés selon plusieurs critères. Alors quand on est sur le terrain, qu'est-ce qu'on va utiliser avant tout? Ce sont des critères visuels. Donc c'est quoi les critères visuels? C'est par exemple la forme. Certains minéraux, comme ici des amphiboles, sont plutôt en baguette, d'autres sont trapus, ici comme les pyroxènes. Donc ça nous donne déjà des indices. Le critère couleur est bien sûr important. Par exemple, les micas noirs ici sont noirs, les quartz sont plutôt gris, alors que les feldspaths sont plutôt blancs. Les feldspaths orthos peuvent être rosés, donc le critère couleur s'ajoute au critère forme. Comme critère visuel, on peut aussi utiliser l'éclat. Par exemple, l'éclat vitreux du quartz est typique, comme ici ou ici. L'éclat métallique feuille d'aluminium du mica blanc est aussi typique. Et on peut aussi utiliser comme critère visuel la présence éventuelle de macles. Alors qu'est-ce que c'est qu'une macle? C'est quand il y a un accolement de cristaux d'une même espèce minérale, mais orientés différemment. Par exemple, ici, on a une macle qui s'appelle le Carlsbad, qui représente deux cristaux d'orthose, c'est bien la même espèce minérale, c'est un feldspath potassique, mais qui sont orientés différemment. Et ça peut se voir sur le terrain à l'œil, parce qu'effectivement, avec le soleil qui va taper dessus, on aura une face qui sera par exemple brillante ou mate ici, comme sur la photo. Sur le terrain, en plus des critères visuels, on peut utiliser d'autres critères. Le critère physique de la dureté est bien connu. Certains minéraux sont plus ou moins durs, et donc par exemple le gypse est plutôt tendre, il sera rayable par l'ongle. Le quartz est plutôt très résistant, lui il rayera la vitre et l'acier, et donc on peut comme ça savoir à quel minéral on a affaire. Le critère chimique est aussi un critère très utilisé, notamment celui de l'effervescence à HCl, qui permet de signer la présence de minéraux carbonatés, comme ici un calcaire fait de calcite CaCO3. Une fois au laboratoire, on peut utiliser d'autres critères pour identifier des minéraux, notamment en utilisant un microscope polarisant. Alors un microscope polarisant se présente comme un microscope de biologie. À la différence, c'est qu'il y a donc à cet endroit-là un polariseur, c'est un filtre, qui va donc polariser la lumière. La lumière ici vibre dans toutes les directions. Grâce au polariseur, on la force à vibrer dans une seule direction. Et il y a donc au niveau des oculaires ou à cet endroit-là, ça dépend des microscopes que vous utilisez, ce qu'on appelle un analyseur, qui est aussi un filtre, qui est placé perpendiculairement par rapport au polariseur. Et nous, on observe ici. Et entre les deux, il y a donc l'échantillon sous forme de lame, qui est, quand le microscope en a une, ce qui est le cas de 50% des microscopes de notre lycée, une platine tournante, qui permet donc de faire tourner la lame ici. Alors quand on utilise un microscope polarisant, on peut en fait faire deux types d'observations. La première observation, c'est on polarise la lumière, ici, et on observe, on met l'échantillon et on observe. On ne met pas l'analyseur. Ça s'appelle une observation en LPNA, donc lumière polarisée non analysée. Ça, c'est le premier cas possible. Le deuxième cas, on met l'analyseur. On va faire de la lumière polarisée analysée. Alors, il faut bien faire attention chaque fois au lycée, avant de faire l'observation, de vérifier que le polariseur et l'analyseur sont bien croisés, on dit. Ça veut dire que les filtres, ils sont mis comme ici. Donc la lumière là, elle vibre dans toutes les directions. Elle est polarisée, elle vibre que dans ce sens.
et si je mets l'analyseur perpendiculaire, il n'y a rien qui passe, c'est noir. On dit qu'on fait le noir. On fait ça avant de faire notre observation. Et ensuite, une fois qu'on a vérifié qu'on a bien fait le noir, on peut mettre notre lame. Et quand on met notre lame, on voit qu'effectivement, elle va perturber la lumière qui arrive à partir du polariseur et des nouvelles couleurs vont apparaître. Et en faisant tourner la platine, qui n'est pas représentée ici, les couleurs vont changer. Par exemple, là, on a une olivine qui a cette couleur, et en la faisant tourner un petit peu, elle peut apparaître rosée bleutée, puis un petit peu plus pastel ici, quoi. Au microscope polarisant, on peut donc observer en LPNA ou en LPA. Alors, quand on observe en LPNA, donc lumière polarisée non analysée, donc sans mettre l'analyseur, on a ici, encore une fois, plusieurs critères qui vont nous être fort utiles. Alors, un critère sur la forme, par exemple, les pyroxènes ont plutôt une forme trapue, les micas ont plutôt une forme allongée, comme les amphiboles, les micas noirs ici. On a un critère sur la couleur. Alors la couleur qu'on observe en LPNA, ce n'est pas la couleur réelle que l'on voit à l'œil, c'est la couleur que l'on a une fois que la lumière elle a été polarisée. Alors par exemple les quartz ici ont une couleur transparente, alors que les micas ont une couleur plutôt un petit peu foncée comme ça, comme le pyroxène qui est représenté ici. On a un autre critère qui s'appelle le pléochroïsme. Alors qu'est-ce que c'est que le pléochroïsme? C'est le fait qu'un minéral que j'observe, par exemple ici ce sont des micas noirs, des biotites, qui ont une certaine couleur, et quand je les fais bouger sur la platine tournante, ils vont changer de couleur. On le voit ici. Par exemple là ils deviennent plus foncés. Ça c'est typique de certains minéraux, comme les micas noirs ou les amphiboles. On a un autre critère qui est le relief. Là on voit par exemple que ce pyroxène est un petit peu, alors ça dépend des personnes, mais moi là je le vois bien en relief par rapport à côté. On a un autre critère, ça s'appelle les plans de clivage. Alors qu'est-ce que c'est que le clivage? C'est une aptitude à se débiter selon des plans de fragilité qui sont parallèles. Par exemple là, ces micas noirs, ils se débitent en lame de parquet, on dit, et ça c'est typique. Le quartz par exemple ne fera pas ça. Et on a un autre critère qu'on peut utiliser en LPNA, qui est la présence ou non d'altération. Certains minéraux comme les quartz sont peu altérables, donc ils apparaissent transparents. Les feldspaths aussi apparaissent transparents, mais eux ils sont altérables. Et du coup, quand la roche elle a subi effectivement une petite altération, on voit que les quartz sont bien nets, alors que les feldspaths sont plutôt poussiéreux. En LPA, on a aussi des critères observables. Alors quand on met en LPA, on a plein de couleurs qui apparaissent. Alors qu'est-ce qu'on peut voir comme critère? On a le critère forme, comme d'habitude. Par exemple, la forme typique ici des grenats plutôt polygonale à circulaire. On a les plans de clivage, que l'on voyait aussi très bien tout à l'heure en LPNA. On avait vu les pyroxènes, mais là par exemple j'ai des plans de clivage dans cette direction qui sont plutôt à 120 degrés ou 60 degrés. Ce sont typiques des amphiboles. On a des macles. Les macles en LPA apparaissent vraiment, du fait de l'orientation différente des différents cristaux à l'intérieur du minéral observé, on peut voir des choses. Par exemple, les feldspaths plagioclases ont des macles polysynthétiques, en rayures comme ça. Donc là j'ai un cristal, là j'en ai un autre, là j'en ai un autre, là j'en ai un autre, et ils ont donc des rayures totalement typiques. La macle de Carlsbad se voit aussi de la même façon très bien en LPA. Et enfin, bien évidemment, ce qu'on voit en premier, ce sont les fameuses couleurs en LPA. Alors quand on parle de couleurs, c'est un petit peu impropre, il faut dire des teintes de polarisation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une couleur associée à un minéral. Par exemple, les feldspaths ou les quartz que l'on voit ici, donc là ce sont des feldspaths plagioclases, ils apparaissent soit noirs, soit gris, soit blancs, selon comment ils s'orientaient sur la platine tournante. Alors quand ils sont noirs, blanc, gris, on dit c'est une teinte de premier ordre. C'est le cas ici. Lui là, il n'a pas du tout une teinte de premier ordre. Eux si. Le gris qui est ici, si je le fais tourner sur la platine, il va apparaître noir, puis blanc. Ils vont changer de couleur, mais ils resteront toujours dans la teinte noir et blanc qu'on appelle du premier ordre. Il a les teintes de second ordre, qui eux sont plutôt des couleurs délavées dans les marrons kaki. C'est le cas des micas noirs que l'on voit ici. On a les teintes du troisième ordre, qui sont bien vives. On le voit ici, avec du turquoise, du rose fuchsia. C'est le cas par exemple des olivines ou des micas blancs. Et on a des teintes du quatrième ordre, comme la calcite ici. Ce sont des teintes
irisés, un petit peu comme des taches de pétrole sur de l'eau. On a donc vu les différents critères qu'on pouvait utiliser pour identifier les minéraux. Alors passons maintenant à une vue générale sur ces minéraux et on va présenter les minéraux de base que l'on doit connaître en BCPST. Alors parmi les minéraux, l'immense majorité des minéraux, ce sont les minéraux silicatés, ça s'appelle. Alors les minéraux silicatés, ils sont faits comment? Ils sont faits à base de silicate, donc ce sont des tétraèdres comme ceci, un Si4+ au milieu, des O2- autour. Le tétraèdre est donc le motif de base de ces minéraux silicatés. Alors il y en a plusieurs des minéraux silicatés, ils ont plein de noms. Qu'est-ce qui va changer en fait? Ces tétraèdres, ils vont pouvoir donc s'associer à plusieurs, éventuellement se polymériser, mettre des O en commun, plus ou moins. Donc ça va nous donner donc plusieurs types de minéraux, plusieurs noms en fait. Ils vont pouvoir s'associer avec des cations, par exemple du Ca2+, ou du K+, ou du Mg2+. Ça va nous donner différents noms. Éventuellement, le Si4+ du milieu va pouvoir être changé avec du Al3+. Par exemple, dans le quartz, Si4+ n'est jamais changé en L3+, mais dans les feldspaths, par exemple, il y a en gros 1/4 qui est changé par Al3+. Donc ça nous donnera des noms différents. Éventuellement, des OH- vont pouvoir se mettre entre les tétraèdres. Et éventuellement, en plus de ces tétraèdres qui vont pouvoir se mettre côte à côte, il va pouvoir avoir des associations avec des ions Fe, AlOMg sous forme d'octaèdres. Donc tout ça, ça nous donne une grande diversité de minéraux silicatés. Alors commençons par exemple par le quartz. Le quartz, c'est le plus simple. Vous prenez des tétraèdres, donc SiO4 comme ceci, et vous les associez donc tous ensemble en mettant en commun tous les oxygènes avec les tétraèdres adjacents. À la fin, si on compte le nombre de SI, il y en a un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Je fais ça plein de fois. Je compte les oxygènes. Alors ils sont en commun les oxygènes, donc j'en ai pas 4 pour un seul SI. J'en aurai en fait moins. Je compte et à la fin j'obtiens SiO2 ou Si4O8. C'est la même chose. Ça c'est la formule du quartz. Donc lui, il ne possède pas de cation entre les tétraèdres. Non, non. SiO2, c'est tout. Et quand je compte, j'ai beaucoup de SI. Pour 2 oxygènes, j'ai un SI. Ça, vous verrez par rapport aux autres, c'est énorme. Donc il y a une grande richesse en silicium pour le quartz. Alors voilà sa formule. Comment on le distingue? Il est très très simple. Il a un éclat vitreux, de gros sel, on dit à l'œil nu. Et puis il va rayer l'acier, le quartz. Et en LPNA, il est incolore, comme ici. Et en principe, il est peu altéré. Lui là, il est bien altéré, celui-là qui est à côté. Ce sera les feldspaths par exemple. Lui, il est en principe altéré. Et en LPA, on l'a dit tout à l'heure, il possède donc une teinte de premier ordre. Donc il est noir, blanc ou gris. Passons au deuxième type de minéral silicaté, les feldspaths. Alors les feldspaths, il y en a plusieurs. Alors ils ont un point commun, les feldspaths, c'est comme le quartz, vous avez vu? Tout pareil, Si4O8, mais en fait, il y a certains Si qui sont remplacés par des Al3+, dans les tétraèdres. Et du coup, il y a un déficit de charge qui va être compensé par un cation, par exemple Na+, ou K+, ou Ca2+. Alors parmi tous ces feldspaths, nous avons déjà les feldspaths potassiques. Alors eux, donc Si4O8, mais j'en ai un Si qui est remplacé par Al, donc ça fait AlSi3O8, donc j'ai un moins, et qui va être compensé par un K+. Le K+, va se mettre donc entre les tétraèdres. Alors, on les reconnaît comment, les feldspaths potassiques? Alors, l'éclat, il est mat. Il n'est pas du tout gros sel transparent comme le quartz. Alors, sa couleur, elle est blanche ou elle est rosée, parce que des fois, il y a des impuretés. On le voit ici. Il est dur aussi, et il a des macles possibles, la fameuse macle de Carlsbad de tout à l'heure. En LPNA, par rapport au quartz, ils sont plus altérables. Du coup, ils sont souvent poussiéreux. On le voit ici par rapport au quartz. Ça dépend bien sûr de l'âge de la roche en question, si elle a été déjà soumise à l'altération ou pas. Les teintes sont de premier ordre, noir, blanc ou gris, comme le quartz. Sa richesse en ici, elle est forte, mais elle est plus faible que le quartz, puisque y a un L qui a remplacé un SI. Parmi les feldspaths, il y a aussi les feldspaths plagioclases. Alors, c'est le même principe, sauf que c'est pas du K+, qui se met au milieu, c'est du Na+. Alors soit c'est du Na+, on l'appellera l'albite, soit en fait, c'est pas un seul Al qui a remplacé un SI sur 4, mais c'en est 2, on le voit ici. Dans ce cas, j'ai un déficit de 2-, et dans ce cas, c'est un Ca2+ qui se met.
Le feldspath plagioclase, il s'appellera l'anorthite. Et en fait, j'ai tous les intermédiaires possibles entre l'albite, Na, l'anorthite, Ca. Alors tous ces feldspaths plagioclase ici ont une couleur blanche, en principe blanche à grise. Ils sont comme les feldspaths orthoses potassiques de tout à l'heure, plutôt poussiéreux. Et la distinction ne va pas être évidente du tout. Alors, sauf si les autres ils sont assez rosés. Hein. Quand ils sont blancs, les feldspaths potassiques et les feldspaths plagioclases, on ne peut pas trop les distinguer, sauf si je passe en LPA. Là, c'est très simple, structure rayée comme ça, macle polysynthétique, aspect code barre, donc du coup, pas de confusion possible. La richesse en SI, ben, elle est assez forte pour lui, mais quand on arrive vers lui, ben, vous avez vu qu'il n'y a plus que 2 SI. Donc là, elle est plus faible, la richesse en SI. Pourquoi on focalise sur ces histoires de richesse en SI? C'est pour le cours magmatisme de l'année prochaine, hein, où la richesse en SI est expliquée par la nature du magma et par les différents processus de cristallisation fractionnée ou de fusion partielle, voire les cours correspondants. Passons à un quatrième type de minéral qui s'appelle l'olivine. Alors les olivines, vous avez vu ici, les tétraèdres ne sont pas collés avec des oxygènes en commun, donc la formule c'est bien SiO4. Par contre, du coup, il y a des charges moins qui sont compensées dans les olivines par Fe et Mg. Donc, les olivines sont très pauvres en Si, puisque sur 5 atomes, j'ai qu'un seul Si par rapport à tout à l'heure, hein, en impliquant donc la structure tétraédrique. Et donc, il y a du magnésium. Ça, c'est aussi intéressant pour le cours sur le magmatisme. La confusion, alors à l'œil nu, il n'y a pas de confusion possible. Hein, la couleur verte typique olive de l'olivine, un petit peu grosselle comme le quartz. En LPNA, les olivines sont plutôt incolores, hein, souvent craquelées comme ça, et apparaissent en relief. Et les teintes sont plutôt de troisième ordre. Hein, il n'y a pas de macle. Les grenats sont de la famille, vous avez vu ici, comme pour les olivines, hein, même structure ici. Alors la formule ne m'intéresse pas trop en BCPST, il faut juste connaître leur existence et le fait qu'ils se reconnaissent facilement. Hein. Alors à l'œil nu, bien sûr, la couleur grenat classique et puis la forme polygonale à circulaire, comme on le voit ici. Et en LPNA, on avait dit tout à l'heure, alors ils sont éteints, pardon, en LPA, ils sont éteints. Il y a souvent des inclusions, voire l'année prochaine dans le cours sur le métamorphisme. Passons aux pyroxènes. Alors les pyroxènes, chez eux, les tétraèdres, on le voit ici, ils sont associés en chaîne simple. Ça veut dire que chaque tétraèdre, il est associé à ses voisins par 2 oxygènes. Quand on compte, ça nous fait une formule du type SiO3. Et les charges négatives, elles sont neutralisées. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y aura tout le temps du Mg à l'intérieur. Alors, soit c'est neutralisé avec du Fe et du Mg, on appellera ça un orthopyroxène, soit c'est neutralisé par du Fe et du Mg, pourquoi pas, et puis d'autres cations possibles, on parlera de clinopyroxène. Alors, chez les pyroxènes, du fait de la formule SiO3, qui est intermédiaire entre le SiO2 et le SiO4 du quartz et des olivines, la richesse en Si, elle est donc intermédiaire entre les deux, donc elle est plutôt faible par rapport au quartz, ça c'est sûr. À l'œil nu, ils sont plutôt trapus. Les couleurs peuvent changer, de noir à verdâtre, l'éclat il est mat, il n'est pas du tout brillant. En LPA ou LPNA, on peut voir, alors ici on le voit un petit peu, des plans de clivage à 90 degrés. Alors ça c'est que quand je vois le pyroxène dans le bon axe, donc il faut avoir un petit peu de chance, mais sur l'ensemble de la lame, il y en a bien un ou deux qui sont dans le bon plan, où il y a le plan de clivage à 90. Les teintes peuvent être de tous les ordres, donc ce n'est pas évident comme critère, et il y a des confusions possibles, clairement, avec les amphiboles et avec les olivines, c'est ce qui est représenté ici. Alors les amphiboles, justement, eux, la formule ne va pas m'intéresser. Alors pourquoi il y a des formules qui nous intéressent ou pas? Il faut voir les cours correspondants. Là, je fais que ce qui va nous être utile pour les différents cours. Alors vous avez vu, là, ils sont en chaîne double, les amphiboles. Et par contre, il y a un truc intéressant, c'est qu'ils contiennent des OH-. On dit que ce sont des minéraux hydratés. Et quand vous ferez la subduction, vous verrez que justement, ces OH- donc, peuvent partir et hydrater le coin du manteau à l'origine du magmatisme calco-alcalin des zones de subduction. Alors les amphiboles, elles ont un éclamate, elles sont plutôt sombres, même si ça peut passer dans le vert et le bleu, et c'est souvent des cristaux allongés, comme ceci. Là, on les voit très bien. Et au microscope, en LPA, LPNA, on voit les plans de clivage et le fameux pléochroïsme indiqué tout à l'heure. Quand les plans de clivage sont bien visibles, aucune confusion possible. Sinon, quand on ne les voit pas, confusion possible avec les pyroxènes.
Dernière grande famille à aborder parmi les minéraux silicatés, c'est la famille des phyllosilicates. Alors, dans les phyllosilicates, les tétraèdres, ils sont reliés par trois de leurs sommets, on le voit ici, et ils forment un plan à maille hexagonale. Et quand je compte les Si et les oxygènes, j'obtiens Si4O10. Donc ça, c'est le motif de base des phyllosilicates. Les phyllosilicates, concrètement pour nous, ce sont les micas et les argiles. Le quatrième sommet que je pointe ici, lui, il est engagé dans la constitution de loges octaédriques, qui vont accueillir des cations divers. Alors, on le voit ici. Là, j'ai mon plan avec tous les tétraèdres, et en dessous, j'ai un plan avec des octaèdres, avec des ions particuliers. Alors, soit j'obtiens une couche de tétraèdre, une couche d'octaèdre, et je fais ça plein de fois. Il est aussi possible, ça s'appellera les phyllosilicates TO, tétraèdre, octaèdre. Il est aussi possible, on le voit ici, que je fasse tétraèdre, octaèdre, puis retétraèdre, et ça plein de fois. J'obtiendrai un phyllosilicate de type TOT. On le voit ici, là c'est en coupe. On voit les tétraèdres, les octaèdres, les tétraèdres. Et entre les différents feuillets, je peux, selon les cas, avoir des cations. Par exemple, ici, ils ont mis un K+. Les phyllosilicates sont donc faciles à reconnaître, les micas, les argiles, hein, par cet aspect donc en feuillet qui est représenté ici. Dans cette grande famille des phyllosilicates, commençons par les micas. Alors les micas, ce sont des phyllosilicates TOT. On le voit ici. Il y a donc dans chaque feuillet tétraèdre, octaèdre, tétraèdre. Ces micas, ils sont visibles à l'œil nu et au microscope polarisant ou au microscope optique. Là, on les voit à l'œil nu, par exemple, ici. Là, c'était des micas qui étaient ici. Et ces micas, ils résultent d'une cristallisation. On va donc les trouver dans les roches magmatiques comme le granit, les roches métamorphiques ou bien des roches détritiques, par exemple, hein, qui héritent de ces minéraux, comme par exemple dans certains grès micacés. Alors, si je regarde la couche tétraédrique ici, je vois que pour 4 SI, en fait, j'en ai un qui est remplacé par de l'aluminium. Un petit peu comme on avait vu ça au niveau des feldspaths. Du coup, le motif de base, c'est pas Si4O10, c'est plutôt Al Si3O10. Ça, c'est ce qu'il y a au niveau de la couche tétraédrique. Au niveau des octaèdres, on a de l'aluminium et ou du fer et ou du magnésium. Et il y a entre les feuillets, en général, un cation qui est K+. Il y a aussi des OH- qui ne sont pas représentés ici spatialement, hein, mais qui sont présents dans les micas. Ce sont donc aussi, comme les amphiboles, des minéraux que l'on dit hydratés. Alors, selon la nature des ions qu'il y a dans les octaèdres, on distingue ainsi les micas noirs et les micas blancs. Alors, les micas noirs, dans les octaèdres, c'est ceux qui ont du Fe et ou du Mg. Alors, ils sont faciles à reconnaître. Donc, l'aspect métallique qui saute au couteau à l'œil nu. Puis ce sont des phyllosilicates, on peut facilement les faire sauter. Ils ont un aspect lamellaire, c'est marqué ici. Ils sont rayables à l'ongle. Et puis en LPNA, donc, ils ont un aspect marron. Et en aspect en lame de parquet, on dit aussi, que l'on voit aussi en LPA. Les teintes sont plutôt de second ordre en LPA. Pas de confusion possible, a priori, sauf avec certaines amphiboles. La richesse en ici m'importe peu. Il n'est pas trop informatif, ce minéral-là, pour ce qu'on fera plus tard sur le magmatisme. Il y a aussi les micas blancs. Donc par rapport aux micas noirs, eux, ils n'ont pas de Fe et de Mg dans les octaèdres. Les micas blancs ont un aspect métallique totalement typique, comme des petites paillettes de soirée, hein, ou papier aluminium, on dit aussi. Ils sont rayables à l'ongle. Là, on voit un immense mica blanc. Ils sont incolores en LPNA et ils ont des teintes de troisième ordre très jolies en LPA. Finissons avec les derniers minéraux silicatés que l'on doit aborder ici. Ce sont les minéraux argileux, les argiles. Les argiles, ce sont aussi des phyllosilicates, comme les micas. Par contre, eux, ils peuvent être TO, comme par exemple la collinite, TOT, comme l'élite, ou encore TOTO, mais on ne va pas en aborder en BCP-ST1. Alors, ces minéraux argileux, contrairement aux micas, ils sont invisibles à l'œil nu et au microscope. On les voit vraiment au microscope électronique à balayage à fort grossissement, uniquement. Et eux, ils résultent d'une altération. En fait, ils n'ont pas du tout un éclat métallique de quelque chose qui a cristallisé à partir d'un magma, par exemple. Ils ont un éclat qui est terreux, en fait, en lien avec leur processus de formation qui est donc issu d'une altération. On va les trouver dans les roches sédimentaires, comme par exemple les pélites, les roches argileuses, quoi. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les deux types TO et TOT. Alors, si je prends les argiles TO comme la kaolinite,
Dans la couche tétraédrique, ben, j'ai que des Si, hein, j'ai pas d'aluminium qui viennent prendre la place, donc c'est bien du Si4O10. Et dans la couche octaédrique, j'ai de l'aluminium, représenté Al ici. J'ai aussi des OH-, comme on avait vu précédemment. Donc ça, c'est la formule de la kaolinite. Dans les argiles TOT, ben, peux prendre par exemple la formule de Lilith, c'est un exemple d'argile TOT. Alors, on a donc deux couches de tétraèdres qui ont les Si, hein. Donc ça, ce sont des argiles qui auront plus de Si finalement de silicium que les argiles TO. Ceci étant dit, dans les tétraèdres, j'ai quand même des substitutions, hein. J'ai quand même des aluminiums qui viennent prendre la place des Si. Alors par exemple, dans l'Elite, vous avez vu, j'ai en gros sur 4, j'en ai 0,3 qui sont de l'aluminium, et puis 4 moins 0,3 du coup, qui restent des siliciums de mon groupement de base ici tétraédrique. Et dans l'octaèdre, j'ai de l'aluminium aussi. J'ai du K+, qui se met entre les feuillets ici. C'est ce qui est représenté dans la formule là, avec toujours des OH-. Donc ça nous sera intéressant quand on fera notamment le cours sur l'altération, hein, puisque l'altération, selon le climat, on verra, elle aboutit à des argiles TOT, ou si elle est plus poussée, hein, aux argiles TO, voir le cours correspondant. Enfin, il faut savoir qu'il existe, mais en bien plus faible quantité, des minéraux non silicatés. Alors les minéraux non silicatés, ils ne sont pas construits à partir de SiO4 4-. Par exemple, les minéraux carbonatés, eux, ils sont construits à partir d'un groupement qui est CO3 2-. Exemple de minéral carbonaté, la calcite, avec CO3 de moins et la charge de moins étant compensée par un Ca2+. CaCO3, c'est ce qu'on appelle la calcite. Alors elle, sa couleur, elle peut être incolore, elle peut être jaune, elle peut même des fois être un petit peu grise, hein, elle varie en fait, selon les cas. Et ce qui est certain, c'est que le critère chimique important, c'est qu'elle fait effervescence à HCl, comme indiqué au tout début. Et en LPNA ou LPA, on voit donc des MAC. C'est matérialisé par ces rayures qui sont ici. Là, on le voit très bien là. Et surtout, en LPA, il y a des teintes irisées de quatrième ordre, comme on avait pu le voir précédemment. Ici, là, on voit bien l'irisation. Ça, c'est la signature de la calcite. Il existe d'autres minéraux non silicatés que je n'aborde pas du tout ici en début d'année, hein. On verra ça dans les futurs TP, notamment les TP roches sédimentaires. Alors il y a d'autres minéraux carbonatés que la calcite, comme l'aragonite ou la dolomite. Il y a des minéraux sulfatés dont l'élément de base est SO4-, par exemple le minéral gypse, hein, qui va former la roche gypse, une évaporite. Il y a des minéraux qu'on appelle les halogénures, avec présence de sel moins, comme la halite, le sel de table par exemple, et d'autres minéraux qui sont des oxydes et hydroxydes de fer et de magnésium. Encore une fois, voir les cours correspondants. En bilan, on a besoin de quoi, nous, pour les concours? On a besoin de savoir définir ce qu'est un minéral silicaté, de connaître les formules des minéraux utilisés de nombreux fois en cours, comme le quartz, les feldspaths potassiques, les plagioclases, les olivines, les pyroxènes, la calcite, les argiles TO et TOT, de connaître pour les courses de sédimentaux les argiles TO et TOT, et puis pour les cours sur le magmatisme, savoir si les minéraux ils contiennent beaucoup ou pas de Si, s'ils contiennent des alcalins ou pas, des alcalins CNA et K, et s'ils contiennent du Mg. Et enfin, toujours pour le cours sur le magmatisme, de savoir que les argiles, les micas, les amphiboles sont hydratés. En termes de reconnaissance, à l'œil nu et au microscope, donc on a différents critères qui permettent de pouvoir reconnaître les minéraux importants pour nous, le quartz, les plagioclases, les feldspaths potassiques, l'olivine, le grenat, les grenats, les pyroxènes, les amphiboles, le mica blanc, le mica noir.